il y a 15 jours de cela, tu as fait partie du groupe d'élèves qui a rencontré Madame Kolinka. Est-ce que tu avais déjà, jusqu'alors, rencontré un ancien déporté? Bah non, jamais. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi au point de changer ton emploi du temps habituel? C'est une expérience qu'on ne va pas faire tous les jours dans sa vie. C'est aussi très important, étant donné que là c'était une personne directement qui parlait. Donc quelqu'un aussi qui a vécu la chose, donc c'est pas comme un documentaire où on va strictement écouter une personne qui a relu un texte qui est limite, on pourrait dire, sans émotion. Là il y avait vraiment une part d'émotion et de ressenti qu'elle a voulu communiquer. Donc c'est quand même une autre expérience et c'est très intéressant. On a vraiment vécu que là en fait, quand on lit, parfois si c'est quelqu'un qui a écrit le livre, on voit le vécu. Mais ça nous touche moins que quelqu'un qui nous parle, qui parle à des gens et qui explique lui-même son histoire. C'est autre chose au niveau de ce qu'on reçoit. On reçoit plus d'une personne qui va nous parler que d'un livre. Enfin, ça touche plus facilement. Parce que la personne est face à nous. Ouais. Son récit était extrêmement détaillé. Donc franchement, on avait tous les détails, on s'imaginait très bien ce qu'elle pouvait vivre, ce qu'elle pouvait ressentir. Alors que par exemple, un cours d'histoire, on peut se représenter, mais pas avec autant de détails que quand c'est une personne qui l'a vécu et qui nous le communique justement. C'est encore différent. Est-ce qu'un témoignage ne peut pas aussi avoir certaines limites? Oui, parce que par exemple, en cours d'histoire, on va voir plusieurs aspects de la guerre, qu'un témoignage, c'est généralement un aspect. Un déporté va pas nous raconter comment le camp a été libéré, mais de l'extérieur, vu par les soldats ou quoi. On n'a que une petite partie de l'histoire pour chaque témoignage, en fait. Donc c'est quand même assez restreint. Qu'est-ce qu'en premier lieu tu gardes de cette rencontre en quelques mots? C'est quand elle raconte comment ils ont voyagé en fait. Dans les conditions, tout ça, c'est vraiment horrible quoi quand elle en parle. Elle dit vraiment qu'ils étaient entassés, ils se faisaient leurs besoins sur eux, que l'odeur a été bestiale. C'est assez, pas dégoûtant, mais il faut quand même supporter de vivre ça pendant 3 jours. C'est quand même assez, je sais pas comment dire ça avec des mots, mais c'est assez choquant. On a vraiment l'impression que nous, déjà, parfois, on fait 3 heures de train, on se plaint, et elle a fait 3 jours comme ça, et elle se plaint. On va pas dire qu'elle se plaint pas, mais elle a surmonté. Et c'est, ouais, ils étaient beaucoup par wagon, tout ça, c'est assez... Qu'est-ce que ça révèle dans la volonté des nazis dès le départ, dès le transport, avant même l'arrivée au camp? Qu'est-ce que ça révèle de la volonté des nazis face aux déportés, à ces gens qui les envoient à l'est dans des camps? Mais ils les considèrent vraiment pas comme des humains. En fait, ce qui est assez choquant, c'est que même eux, à la fin, ils se rendent pas humains. Et on voit bien qu'en réalité, les Allemands, d'un côté, ils ont gagné. Pour ça, ils avaient un peu gagné sur les Juifs, parce qu'ils les traitaient pas comme des êtres vraiment humains. Et eux, ils se sont retrouvés à être obligés de vivre comme ça. Je pense que la phrase en particulier qui a été pour moi, c'est d'ailleurs là où Madame Kolinka était impressionnante, c'est qu'elle nous l'a dit elle-même, il ne faut pas en vouloir à l'Allemagne actuelle. Il faut en garder en mémoire ces choses pour ne pas les répéter, pour ne pas répéter les crimes qui ont été faits. Mais en même temps, il faut prendre certaines mesures de distance et se dire, c'est passé, ce n'est pas la génération d'aujourd'hui qui doit en porter les frais. Et pour ça, quelqu'un qui a vécu les choses et qui est capable de dire ça, c'est quand même, je dirais, impressionnant. C'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait très bien et qui est extrêmement, qui arrive à une certaine part d'objectivité. De recul, d'analyse, voilà. De distance, d'humanité peut-être. Oui, aussi. Elle est extrêmement intelligente de penser ainsi, je trouve. Là où les nazis ont voulu Voilà. ôter toute dignité et toute humanité. Elle l'a gardée.
Alors maintenant, si on repart justement de l'histoire de Madame Kolinka, de la vie de Madame Kolinka, pour quelle raison est-ce qu'elle a été déportée? Parce qu'elle était juive, enfin si on peut considérer que c'était une raison, en tout cas pour les nazis, c'en était une. Donc oui, elle a été déportée pour cause qu'elle était juive. Est-ce qu'au point de départ de la France, elle était avec des gens qu'elle connaissait, avec des proches? Au départ, elle nous expliquait qu'il y avait son neveu et son père, et aussi son frère, je suis plus sûre. Et par contre, eux, ils ont été séparés en fait quand ils sont arrivés au camp. Elle a été mise avec ceux qui pouvaient soi-disant travailler, et eux, ils ont directement été tués, on va dire. Et aussi à Drancy, en fait, elle avait rencontré des jeunes de son âge, tout ça, avec qui elle s'était liée. Et soit ils se sont retrouvés séparés, après elle n'en parle plus en fait. Donc quand elle raconte son récit, elle dit qu'elle était contente parce qu'elle était avec eux dans le train. Et bon, ils ont vite déchanté, enfin. Et en fait, après elle n'en parle plus. Et son arrivée dans le camp, est-ce que dans ce que rapporte Madame Kolinka, elle prend ou pas conscience vite, c'est une vraie question ça, de l'horreur, du processus d'extermination? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, elle arrive dans le camp et elle nous explique qu'ils descendent du train assez rapidement, enfin ils sont limite jetés, et qu'on leur dit oui, alors les personnes qui sont assez faibles et fatiguées, les vieillards et les enfants vont être amenés au camp dans un camion, tout ça. Donc elle, contente, elle fait je vais y aller, tout ça. Et en fait, elle n'avait pas compris. Et donc elle se retrouve finalement à marcher parce qu'on l'oblige à marcher. Et après, quand on arrive, quand elles sont tatouées, tout ça, elle dit où est-ce qu'on va les retrouver, tout ça. Enfin, une déportée le dit. Et ils lui disent non, mais vous les reverrez jamais, ils sont morts. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle comprend, quoi. Mais avant, non, pour elle, c'était c'est un camp de travail, c'est rien, tout ça. Et comme elle explique à Drancy, en réalité, ils n'avaient pas vraiment peur. Parce que pour eux, pendant toute la période, elle nous explique que genre ils chantaient ou ils s'amusaient entre eux. Elle était contente parce qu'elle était en train de... Enfin, c'était elle qui était de corvée d'épluchure et que ça la dérangeait pas. Et en fait, elle avait pas peur parce qu'elle se disait que c'était juste un camp de travail. Et elle voyait pas l'ampleur, en fait. Enfin, elle pouvait pas voir l'ampleur. Quand Madame Kolinka revient, sa maman est-elle encore en vie? Oui. Et comment ça se passe le retour? Ça c'est aussi intéressant parce que il y a donc Madame Kolinka est la seule des gens déportés dans sa famille à revenir. Donc tu dis que sa mère est encore vivante. Comment se passe le retour de Madame Kolinka vers ses proches, si eux n'ont pas été déportés? En fait, elle nous expliquait que quand elle est rentrée, sa mère était heureuse de la voir. Elle a serré dans ses bras, mais en fait, elle a dit qu'elle était tellement maigre, tout ça, que la concierge de l'immeuble l'a confondue avec son petit frère. Et après, donc elle arrive à l'appartement, sa mère est heureuse de la voir, tout ça. Et elle dit, bon ben, on va essayer d'avoir des nouvelles de ton père, tout ça. Donc elle lui dit clairement que ils se sont fait tuer. Parce que, voilà. Et à part à moi, elles n'en ont jamais réellement parlé. Elles ont fait comme si de rien n'était. Elles n'ont pas parlé de la déportation entre elles, ou ce qui s'était passé dans le camp, tout ça. Et elle a dit que de toute façon, elle n'arrivait pas à en parler avec sa famille ou ses proches, ou ses amis, tout ça. Qu'elle n'en parlait qu'à des inconnus, en gros. Des témoins, il y en a de moins en moins, malheureusement, qui sont encore vivants. Et dans quelques années, il n'y aura plus de témoins capables de venir relater leur expérience. Comment, de ton point de vue, faire face à la disparition des derniers témoins de la Shoah? Ça, maintenant, on a la technologie qui nous permettrait. Ça serait une bonne application de nos nouvelles technologies, le numérique. C'est enregistrer tous les témoignages, en faire justement le plus possible, pour avoir une large palette de détails qui nous permettraient de faire des reconstitutions, ou en tout cas de relater ce qui se serait passé. Donc là, oui, c'est une mission qu'on a en ce moment, c'est d'utiliser habilement nos technologies, aussi bien que ce soit des livres, que le numérique, tout ça qui permettrait de justement garder des traces. Est-ce que tu as échangé avec les autres membres du groupe, les autres membres de ta classe après la rencontre? Oui, quand même.
Damien était assez choqué. On a vraiment senti qu'il avait compris ce qui s'était passé. Pas compris, mais vu vraiment l'ampleur, parce que quand en cours on nous dit un certain chiffre, on réalise pas réellement, c'est un chiffre. Que là, quand elle raconte tout ce qu'elle a vécu, l'enfer, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Magali aussi, elle était assez interloquée et en fait, elle était un peu dans le même état que moi. De voir qu'une femme qui est arrivée, elle nous a souri, elle nous a un peu parlé, tout ça, a réussi à surmonter à tout ça, c'est impressionnant.